Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce numéro 9 de Carter et Piston. Merci de votre soutien, comme d'habitude, les émissions ont de plus en plus de succès et ça fait plaisir de travailler quand on sait que derrière, il y a de l'audience. Alors pour cette nouvelle émission, je me trouve dans la concession Ducati Kuckelmann à Francorchamps. Alors depuis plus de 40 ans, cette concession existe et est au service des motards par des passionnés pour des passionnés. Et c'est une concession qui en fait pratiquement est intergénérationnelle puisqu'elle a commencé avec l'incontournable Roger Kuckelmann et pour le moment, évidemment, il y a une transition qui est en cours et c'est Ludovic, le fils, qui tout doucement prend les commandes. Et donc on va retracer un petit peu l'histoire de cette concession et pour ça on va accueillir Roger qui est en fait le fondateur mais qui a une solide histoire dans la région liégeoise et au niveau belge et au niveau vitesse parce qu'il s'est forgé un nom tout au long de sa carrière sportive et on va un peu en parler avec lui. Roger, bonjour. Merci beaucoup de me consacrer quelques minutes pour me parler de toi, de ta vie un petit peu. Tu es la source et l'origine en fait de cet endroit que tu exploites depuis plus de 40 ans si mes souvenirs sont bons. Raconte-moi un peu ton histoire parce que tu as été concessionnaire mais aussi pilote et quel pilote? Oui, je pense que ça a commencé par ça d'abord. Et l'école de la mécanique, je pense que je l'ai trouvée par ce biais-là. Oui. Il a fallu, dès le plus jeune âge, se débrouiller avec des situations où on avait envie d'utiliser un véhicule, mais on n'avait pas d'expérience. C'était beaucoup plus la débrouille à ce moment-là. Il fallait trouver des astuces en permanence. C'est un peu ça, voilà, parce que quand tu avais l'âge tout jeune, tu voulais découvrir la mécanique pour laquelle tu étais fort intéressé. Il n'y avait pas vraiment une école pour ça. Il a fallu l'apprendre sur le terrain et on a amélioré des machines et finalement, ces machines sont devenues des machines de course. Et ta première moto de course, c'était quoi? Ma première moto de course, j'ai commencé à l'époque, dans les années 68, avec du motocross. Ah oui. J'étais en 250 avec une Bultaco que je prenais chez Marcel Wirtz. Évidemment. Qui était le seul à amener des Bultacos sur le territoire à l'époque, pratiquement. Oui. L'incontournable Marcel Wirtz. Marcel Wirtz, voilà, c'était une bonne amie. Et finalement, ça a permis d'évoluer. Et finalement, j'avais toujours l'intention de vouloir faire de la vitesse, mais c'était pas le bienvenu à la maison. Et l'un dans l'autre, quand j'ai fini mon service militaire en 73, il y avait une concession, un petit atelier à reprendre à Stavelot que j'ai repris en 74. Et à partir de là, j'ai arrêté le motocross et je me suis mis en vitesse pure. Et là, tu as commencé avec quoi? Avec une Yamaha 250 TZ, une TZ. Incontournable à l'époque, les TZ, c'était les machines qu'il fallait avoir pour avoir une chance de faire du résultat. Pour avoir un peu une machine compétitive et pour gagner un peu les courses. Et puis tu es devenu concessionnaire alors? À ce moment-là, j'étais concessionnaire Ducati et mes motos, je les prenais chez Vandenborg à la Pastorale à Bruxelles. Et finalement, les motos Ducati se vendaient très peu à l'époque. C'était pas possible de vivre avec le peu de motos qu'on vendait. Ouais. Et nous avons commencé également une marque japonaise qui est toujours présente chez nous aujourd'hui et qui a permis de tracer tout ce parcours. Quoi. Donc c'est Kawasaki. C'est Kawasaki. Oui. Donc on peut dire quand même que tu es quelqu'un de fidèle, hein, parce que ça fait 40 ans que tu es concessionnaire Ducati et concessionnaire Kawasaki. Oui. Oui. Je pense que nous avons été remerciés par Ducati à Bologne à la conférence mondiale il y a 2 ans par le responsable en annonçant ça à la présentation que nous étions les plus anciens concessionnaires de l'Europe. C'est énorme, oui. Il faut être fier quand même. Je crois, oui. Ouais. Ouais. Donc tu as vu passer des motos fabuleuses, aussi bien finalement chez Kawasaki que chez Ducati évidemment. Mais, tout à fait. Je vais dire, Ducati a toujours continué dans le sport avec ce que Fabio Taglioni a apporté au moteur, le desmodromique, et cela est toujours là, présent, et a été développé avec des technologies incroyables. Oui, et puis
Il y a une ligne aussi Ducati, on se rappelle de la bombe de l'arrivée de la 916. La 916, oui. Quelle moto, quelle belle moto, c'était terrible. Ouais. C'était Tamburini qui avait dessiné cela, c'était très joli. Et il y avait l'ingénieur Bordi qui avait fait la 851, la 888, qui était d'abord un peu le précurseur de la 916. Ouais. Et donc tu as roulé aussi pas mal en endurance aussi, je crois. Tu as fait plusieurs fois les 24 heures de Liège, puisqu'on est à 4 km du circuit ici. Oui. J'ai participé au championnat du monde d'endurance pendant des années, pendant au moins 7 ans. Ouais. C'était l'époque de Richard Rubin? C'était l'époque de Richard Rubin. D'accord. Exactement. D'ailleurs, j'ai roulé avec Richard Rubin un jour au championnat du monde à Barcelone, au parc de Montjuïc. Bien sûr. Et oui, on a partagé des bons moments. Oui, bien sûr. Et donc voilà, ta vie de concessionnaire, évidemment, dure et va encore durer pendant un certain temps. Et puis, tu as arrêté la compétition, parce qu'à un moment donné, il faut bien se résoudre à arrêter la compétition. Place aux jeunes, comme on dit, hein, malheureusement. Oui. Voilà. Les choses vont très vite. Les choses bougent, et puis à un moment donné, il faut accepter avec humilité aussi que... avant de se faire mal, il faut se dire, il faut s'arrêter. Et puis bon, la vie de la concession a continué jusqu'à malheureusement cet événement tragique de 2013 où en fait le garage a brûlé. Malheureusement. Donc on t'a appelé en pleine nuit pour te dire le garage brûle, voilà. Dans l'ensemble, ça aurait pu être un drame parce qu'à 10 minutes près, si l'alarme incendie, si l'alarme intrusion n'aurait pas sonné, parce que nous n'avions pas une alarme incendie ici, et c'est en fait une alarme intrusion qui a déclenché l'appel téléphonique sur mon GSM. Et ça a fait que mon fils Ludovic a pu être épargné par la fumée dans le brasier, quoi. Et, à 10 minutes près, notre fils partait en fumée avec. Quoi. Oui. Mais bon, malheureusement, cet épisode-là a aussi fait qu'une partie de ton histoire, une partie de toi s'est envolée malheureusement en fumée, puisque tes motos de compétition étaient là, et moralement, c'est une tragédie, quoi. Quelque part, c'est parti. Maintenant, j'ai fait vraiment un petit peu l'impasse avec ça, parce que finalement, ça ne reviendra pas. Non. Et je pense qu'il faut... Mais c'est très dur à vivre, de voir tous ces souvenirs de vie qui s'en vont, en fait. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, pour rien, les gens s'inquiètent parce qu'ils ont, ils ont un écran GSM qui est fêlé. C'est un détail par rapport à ce qui s'est passé ici. Et c'est vraiment... En tout cas, on a reconstruit la situation avec le moral et... Ben là, on est dans une concession qui est juste une concession maintenant ultra moderne. Elle est entre guillemets toute neuve et on est rentré dans le 3e millénaire du concessionnaire moto avec de l'espace, avec de la lumière, avec un atelier magnifique, avec de la place de parking, avec quelque chose qui s'est organisé et qui finalement est la transmission de ton expérience vers Ludovic, ton fils, qui à terme reprendra la concession au moment donné où tu décideras de t'arrêter, ce qui n'est pas encore pour demain, parce que je crois que il faut que tu restes dans l'atelier, il faut que tu touches les motos, c'est ta vie. Oui, c'est exactement ça. C'est un peu le côté qui est aujourd'hui facile. Il n'y a pas vraiment un problème. Tout est à résoudre. C'est devenu une facilité par rapport que quand on avait 20 ans. À l'époque, on s'inquiétait beaucoup. On faisait un moteur, on était un peu inquiet en se disant est-ce qu'on a fait juste tout? Bien sûr. Mais ici maintenant, c'est très simple et ça permet de vraiment... et ce qui est bien, chaque jour, j'ai Ludovic qui s'intéresse vraiment beaucoup à ce que l'on fait et il découvre par ce biais-là vraiment des solutions qui vont... Puis tu as un plaisir de lui transmettre ton expérience et tu sens qu'il absorbe. Mais c'est ça qui est le plus important pour mon sentiment. Je peux imaginer. Hein? Roger, merci beaucoup. Merci de m'avoir consacré quelques minutes. C'est un vrai bonheur de parler avec une légende comme toi parce que ici, on est à Liège. Évidemment, à Liège, tu es une légende, mais tu es une légende au niveau belge. Tu as été un pilote fabuleux. Et donc, c'est toujours un plaisir de parler moto avec toi parce que la passion est intacte et ça, c'est merveilleux. Merci, c'est bon. Merci beaucoup. Ludovic, bonjour. Bonjour Thierry. Tu es la suite, tu es l'avenir
de la concession Kuckelmann ici à Francorchamps. On s'est arrêté plus ou moins en 2013 avec ton papa sur évidemment ce qui s'est passé, on ne va pas revenir dessus. Et puis bon ben voilà, il faut se tourner vers l'avenir. Et là vous avez reconstruit une concession qui est juste magnifique, somptueuse. Et c'est un vrai plaisir en fait parce qu'il y a de la lumière, il y a de l'espace, il y a de la moto de collection en haut. Même après ce qui s'est passé, ça sent toujours la passion et l'amour du deux roues. Alors, vous êtes concessionnaire Ducati et Kawasaki. On est ici pour parler principalement Ducati. On a eu une saison au niveau météo exceptionnelle. Ouais. Est-ce que ça s'est ressenti au niveau des concessions, au niveau de la vente des motos ? Je trouve. En tout cas, nous, cette année, c'est un peu particulier parce qu'on se relance tout doucement. Ouais, donc bien sûr, ouais. Forcément, ça va toujours de mieux en mieux. Maintenant, cette année, j'ai trouvé vraiment que c'était l'idéal pour l'atelier comme pour les ventes moto, les accessoires, etc. Et même la clientèle était agréable. Parce que quand ils viennent et qu'il fait beau, c'est toujours plus agréable que quand ils viennent amener leur moto sous la pluie. Et quels sont les modèles qui ont le mieux marché? Dans quel type de gamme? Toujours là, ils ont sorti la 1260 Multistrada, donc, qui était vraiment... On a essayé dans une dernière émission, je crois, la numéro 6 ou la 7, je ne sais plus. On avait fait un test dans les Alpes avec la BM GS 1200, la Tiger Triumph 1200 également, la Ducati 1260 et la KTM 1290. Ça, pour moi, c'est toujours une des meilleures motos de chez Ducati, en tout cas au niveau vente. C'est un peu dans toutes les marques, c'est un peu les couteaux suisses. Hein, c'est ça, ils sont polyvalents, donc les gens aiment bien. Alors bon, l'ADN de Ducati, c'est aussi le sport, l'hypersport même. Et il y a quand même des motos fabuleuses chez Ducati. Est-ce qu'on a toujours le même engouement pour ce type de moto? Alors chez Ducati, moi je trouve que c'est particulier par rapport aux autres marques parce qu'on n'a pas forcément le client qui achète la sportive pour aller sur circuit. Ils achètent plutôt un objet. Donc c'est dans l'hypersport un marché qui marche, enfin qui fonctionne en tout cas encore bien chez Ducati parce qu'on a cette clientèle qui achète plutôt un objet qu'une machine vraiment pour aller sur circuit et la transformer totalement. Donc, et alors, tu me dis que vous relancez la concession, évidemment, puisqu'elle est restée fermée un certain nombre de mois. Hein, et donc là, maintenant, on est dans le renouveau. Et est-ce que vous créez un peu des événements autour de l'endroit ici? Alors, on essaye maintenant, vu qu'on était en effectif réduit jusqu'à présent, on n'a pas toujours trouvé le temps de faire des événements. Donc, on fait chaque année un événement d'essai moto, surtout Ducati, à l'hôtel Verviers. Ça, c'est vraiment un de nos rendez-vous chaque année. Après, on va créer des balades. On va essayer de faire 2-3 balades l'année, multimarques. Donc, voilà, ça, c'est en cours. Dans les projets. Mais c'est bien, il faut le faire. Je crois que ça fait vivre une concession, de réunir un peu autrement qu'autour d'une caisse enregistreuse les gens pour passer un moment de moto, parce que la moto c'est ça, c'est de passer des moments ensemble et de rouler un peu. Ce qu'on fait de temps en temps aussi qui amuse les gens, c'est des after-work. Ça, le jeudi, on a organisé ça dernièrement et on sent vraiment la bonne ambiance. Les gens viennent pour boire un verre avec nous, c'est vraiment amical, on ne parle pas de commerce, donc c'est sympa. Ouais. Bon, donc voilà, un bilan plutôt positif pour ton année 2018. Tournons-nous un peu vers 2019, parce qu'en fait, Ducati, on sort de la période des salons, il y a eu Intermot, et évidemment, l'EICMA de Milan, où Ducati est sur cette terre, où ils nous ont dévoilé la nouvelle V4R Panigale, qui est à tomber par terre. Quelle beauté de moto! Et une version V4 Corset, donc une version en compétition, des motos extraordinaires. Elles sont magnifiques. J'ai été les voir à Milan parce qu'on avait notre conférence là-bas. Et en vrai, elles sont juste à tomber. Donc on est à 223 chevaux? Oui, et 234 avec la ligne pour la R. Donc là, ça devient vraiment le rapport poids-puissance. Et on est en dessous de 170 kg. Avec la ligne, on est à 65, si je me trompe
sont pas. On arrive dans des rapports poids-puissance quand même assez étonnants. Je me rappelle de l'essai de la Panigale V4 qu'on avait essayé sur le circuit de Spa pendant cette saison et où on avait eu la chance de le faire avec Xavier Siméon, qui était pilote officiel Ducati cette année. Et il nous avait dit qu'en fait, on est relativement proche du comportement d'une MotoGP. Bien sûr, les suspensions ne sont pas des suspensions MotoGP, mais il disait que le fonctionnement de la moto, de la boîte, on était très très proche. Alors on imagine maintenant encore avec 234 chevaux et un peu de poids en moins, ça ne s'adresse pas à tout le monde, soyons clairs. Hein. Il faut un certain bagage pour pouvoir exploiter ces motos au mieux et en tirer du plaisir. Bon, ça c'est le côté hypersport évidemment. Ducati a créé il y a quelques années, est revenu avec le Scrambler. Alors le Scrambler, on le décline maintenant de, si mes souvenirs sont bons, de 400 à 1100 cc. C'est ça, ouais. Voilà. Donc on peut toucher les permis à 2 jusqu'aux gens un peu plus expérimentés. Ouais. Cette année, il n'y a pas vraiment de révolution. Il y a une petite refonte de gamme et plutôt de look. C'est ça, ils ont fait un facelift, ils ont amélioré le phare, le compteur, ils ont amené un peu plus de dynamique et de fun. Sinon, les principales nouveautés 2019 en Ducati. Multistrada Enduro 1260, une nouvelle Diavol. Ouais, en 1260 également. 1260. Donc on est parti, on est sur le même bloc moteur. C'est ça. Avec des déclinaisons et des mappings un peu différents pour donner un peu plus de coupe d'un côté. Et, On a du S et du normal. Donc le S toujours avec une suspension all-in chez Ducati. Voilà. Et la nouvelle hypermotard aussi. Oui, en 950. Exact. Ouais. Voilà. C'est bien parce qu'en fait c'est un peu le retour des moyennes cylindrées. Moi je trouve ça intéressant parce qu'on est arrivé dans des sommets en termes de puissance et même de cylindrée qui ne sont plus très exploitables sur route. Hein. On peut prendre n'importe quelle marque, on se retrouve maintenant avec des motos qui font 130, 140, 150 chevaux. On se doute bien que c'est plus du tout exploitable sur route. Il y a de l'agrément de conduite, c'est là qu'on va le chercher principalement. Alors bon, il y a une nouveauté chez Ducati qui n'est pas vraiment dans la moto, mais ils ont présenté à l'EICMA un vélo à assistance électrique. Exact. Alors d'abord, il a une gueule d'enfer, moi je le trouve vraiment magnifique. Et est-ce que c'est quelque chose qui va être disponible en concession moto ou bien ça va être vendu chez les marchands de vélos? Alors, c'est réservé normalement pour les concessionnaires moto. D'accord. Donc, je pense qu'ici, c'est un peu un test qu'ils vont faire. Donc, il n'y aura pas beaucoup d'exemplaires, à mon avis, pour cette année. Ouais. Ils sortiront dans le courant du mois de mars, si je ne me trompe pas. Et on est dans un prix de 6 250 €, prix client TTC. Ah ouais, okay. Voilà. Moteur Shimano. Ouais. Pour le reste, on n'a pas encore eu beaucoup d'informations, donc ça va venir par la suite. Maintenant, d'après ce que j'ai vu à l'EICMA, il est déjà bien équipé. Oui, c'est quand même pas mal. Hein. Franchement, il donne très envie. Et puis, c'est particulier quoi, de voir un vélo Ducati. On se réjouit de l'essayer parce qu'on l'essayera probablement dans le courant du printemps, j'espère. Et moi, il m'a interpellé ce vélo. Je me réjouis d'essayer. On en reparlera à mon avis. On aura peut-être à... On vient de parler brièvement des moyennes cylindrées. C'est un secteur que tous les constructeurs essayent de se réapproprier petit à petit parce qu'ils se rendent bien compte que ça ne sert à rien d'aller chercher, comme on l'a déjà dit, des motos hyper performantes, lourdes et chères à l'entretien et à l'achat. Et donc, dans ce cadre-là, bien écoute, moi je te propose qu'on découvre ensemble l'essai des BMW GS 750 et GS 850, qui sont en fait les petites sœurs de l'incontournable GS 1200 qui a un peu initié le mouvement du gros trail. On va découvrir ça ensemble dans un essai humide, boueux, dans des circonstances tout à fait de fin de saison. On va découvrir les BMW GS 750 et 850. C'est une refonte en profondeur que BMW nous propose avec ces deux nouvelles F. Deux machines très proches que nous allons tenter de départager. L'ancien moteur Rotax fait place maintenant à un bicylindre produit par le groupe chinois Lonsa. Certains crieront au scandale, mais la firme bavaroise n'est pas la seule à confier certains éléments de ses motos à des sous-traitants asiatiques. Pour cet essai, nous avons demandé à un vieux de la vieille de nous donner ses impressions. Et alors? Mais voilà, c'est une BM avec ses avantages et surtout ses petits inconvénients. C'est-à-dire? C'est-à-dire déjà rien que pour rouler par ce temps, quand je vois le rikiki de bulles qu'il nous a mis. Ouais, hein? C'est vrai, tu as raison. Mais tu as raison. Oui, entre autres. Alors, il y a quelque chose, le fait un peu compliqué de mettre en marche tout ça. Bon, oui, bon, mais ça, bon, c'est parce que c'est pas ta moto maintenant. C'est pas ma moto. Mais quand tu l'as d'une semaine, tu as oublié ça. Bah oui, bien sûr. Mais voilà, sinon, au point de vue coloris, fatalement,
J'aime bien, j'aime bien. Ça te rappelle ta moto en fait? Ça me rappelle ma Super Africa Twin, effectivement, surtout avec les belles jantes dorées. Ouais. Et le moteur qui est un bicylindre aussi, vertical. Donc, mais je n'ai pas eu tellement la possibilité. Non, bah écoute, on va continuer cet essai. On est dans des conditions idéales pour essayer à trail, de toute façon. Ouais, Hein? ouais. Place à l'action où évidemment la 850 tire son épingle du jeu dans cet exercice. Ses débattements de suspension supérieure et sa roue de 21 en font une machine très joueuse. Les deux machines ont un comportement routier rigoureux et amusant, avec une petite préférence à la 750 que j'ai personnellement trouvée plus vive et plus amusante sur la route. Suivant ma morphologie, il y en a une qui s'adapte mieux à moi, hein? Et l'autre, effectivement, est, à mon avis, plus routière. Mais et au point de vue moteur, ben, faut reconnaître que quand même la petite, enfin je dis la petite, a l'air malgré tout un peu plus vive. Mais l'autre, pour moi, au point de vue off-road, a une belle souplesse. Et évidemment, mon coup de cœur est plutôt pour celle-là. Ben, parce que déjà, au point de vue esthétique, ouais, c'est plutôt mon genre de moto. Et au point de vue hauteur, non, j'aime beaucoup. Le moteur, évidemment, à mon âge, qui a un peu plus de virilité dans l'une que dans l'autre, n'a pas tellement d'importance. Non, j'apprécie la souplesse, les suspensions de la grande, appelons-la la grande. La petite sur la route, sur le petit essai sur la route pour revenir, effectivement, ça ne m'a pas déplu non plus. Elle se balance pas mal, effectivement, elle est plus vive, ça c'est un fait, vous passez les vitesses, ouais, c'est pas mal non plus. Maintenant, ben voilà, faut-il choisir? Mais avant de choisir, si nous faisons un comparatif, rien qu'au point de vue prix, je pense que là, on est un peu hors des rails, hein? Vu les équipements, un peu rikiki comme je dis, surtout la petite là. Quand je vois la bulle de la petite... Les deux machines sont effectivement très proches et votre choix sera dicté par l'utilisation que vous en ferez. Si vous êtes plutôt orienté bitume, la 750 sera pour vous. Par contre, si l'aventure vous tente, la 850, plus polyvalente, fera merveille. Ces machines sont très bien dotées en termes d'équipement et d'électronique embarquée. Assistance au pilotage nombreuse, suspension pilotée ESA, le système de la marque, qui ici n'agit que sur la suspension arrière. Un quick shifter un peu rugueux sur les bas régimes et une finition finalement à la hauteur de la réputation de la marque, à condition évidemment d'y mettre le prix des nombreuses options proposées. Bon, retournons maintenant chez Ducati Kuckelmann pour faire la connaissance de Greg Fastré. Une belle découverte de notre représentant vitesse pure endurance belge. Greg Fastré, bonjour. Je suis très content de t'accueillir pour qu'on discute un petit peu de ta saison, de ton actualité et que tu me racontes un petit peu ce qui s'est passé pendant la saison 2018. Pour rappel, tu es notre meilleur représentant en vitesse endurance, puisque tu brilles quand même les places d'honneur en permanence. Donc voilà, raconte-moi un peu ta saison 2018. Elle s'est soldée de manière positive? Ben, merci de m'inviter déjà. Et puis positif, non. Honnêtement, ça a été 2 saisons, les 6 dernières, c'était catastrophique. Des abandons sur plein de choses, problèmes mécaniques et des chutes et tout, pas de résultat du tout. On est passé de la Honda il y a 2 ans à la Suzuki cette année-ci. Oui. Où c'était beaucoup mieux et on espérait beaucoup mieux aussi, mais on a eu des petits soucis pendant la saison, à chaque fois des bêtises, mais qui nous a ruiné la saison complète. Si on revient un peu en arrière, on va plutôt commencer par quoi? Par les 24 heures du Mans qui se sont déroulées au mois d'avril 2018, où là, ça s'est soldé par une lourde chute pour toi. Et encore, parce que la saison commence même avant, parce qu'elle commence au Bol d'Or en 2017, pour la saison 2018, qui est assez compliquée au niveau calendrier. Par contre, on va revenir sur les 24 heures du Mans où ça a été début de course, franchement pas trop mal. On était bien. Puis, je crois que c'était mon 2e ou mon 3e relais. J'arrive chemin au bœuf. Je rentre dans le premier gauche nickel. Vite, quand même. Oui, je pense qu'on doit être à 150. Maintenant, je ne vais pas dire des vitesses, mais on était déjà pas mal. J'arrive au freinage nickel, la moto se comporte bien, je fais le gauche. Au moment où je fais le droite, je perds l'avant. Mais
je perds réellement l'avant. La roue avant, c'est complètement barrée avec le bas de fourche, elle est partie. Ah oui, donc c'est un incident mécanique en fait. Ouais. Maintenant, l'incident mécanique, c'est toujours embêtant parce que est-ce que je provoque la chute et puis l'accident part après, on ne sait pas. Mais effectivement, il y a eu un gros problème dans la fourche, le bas de fourche a cassé, la roue est partie d'un côté, la moto de l'autre côté. Je me suis retrouvé un peu embêté dans le bac gravier. Ouais. Tu t'es pas fait mal? Non, pas du tout. Franchement, à l'heure actuelle, on est vraiment bien protégé, ça évolue tout le temps, on était bien. Je pense que où j'avais vraiment mal, c'était au moral. Et je me suis dit, on repartait pour une très belle course et je la ruine. Surtout quand c'est comme ça, on ruine une course de toute l'équipe. Ben oui, forcément, c'est ça l'endurance. Hein, c'est un gros team chaque fois qui s'implique. Les 40 de personnes au total. Tu te dis, il y a 40 personnes sur derrière. C'est vraiment là qui fait le plus mal parce que en soi, la chute, tu perds l'avant, tu es déjà par terre, tu te dis, oh, quel con. Mais après ça, tu te dis, merde, voilà, il faut que je ramène la moto. Alors ça, comment ça s'est passé? Parce qu'il reste du chemin quand tu es au chemin au bœuf. À l'heure actuelle, ça fait, je pense, pas dire de bêtises, 2 ou 3 saisons qu'on a le droit de ramener en camionnette, qui est déjà une très bonne chose. Maintenant, j'avais déjà réfléchi, j'avais déjà tout pensé, vu que je suis un petit peu mécanicien. Je m'étais dit, j'avais regardé les tubes de fourche n'avaient rien, il y avait vraiment que les bas de fourche qui étaient partis. Je me suis dit, si jamais je remets la moto sous le toit, on va dire ça comme ça, je sais redescendre la fourche dedans et je saurais repartir. Mon seul souci, c'était qu'on a des systèmes d'étrier d'endurance avec des systèmes rapides en hydraulique. Et eux, vu la chute, ils sont ouverts et avaient fermé les mâchoires de frein. Ça veut dire que là, j'avais un problème, il aurait fallu que j'arrive à vider l'air et l'huile. Et rentrer sans frein avant. Voilà. Ça, c'était pas un problème. J'aurais su, tout doucement, mais ça venait compliqué. Alors, l'avantage, c'est que j'ai demandé tout de suite la camionnette. Bon, j'ai aidé les commissaires à tirer la moto du bac gravier pour la mettre dans la camionnette. Et là, on est revenu dans le box où mon équipe était complètement... Là, il y a eu un travail fabuleux quand même après. Ouais, le travail a été dès le départ. Quand je suis arrivé au-dessus au contrôle technique, parce que les motos sont obligées d'aller au contrôle technique après une grosse chute, ils vérifient si elles sont capables de repartir. Moi, j'ai dit qu'il n'y avait pas de problème, parce que la moto n'avait strictement rien. C'était plus des accessoires, mais franchement, ça allait vite. Quand je suis rentré dans le box, ils m'ont dit oh, c'est foutu, on abandonne. Je dis non, la moto n'a rien, la moto n'a rien. Alors ils m'ont dit c'est pas possible, c'est pas possible. On l'a vu, la moto était partie d'un côté, de l'autre côté la roue, la fourche, etc. Je dis non, elle n'a rien, elle n'a rien. Et j'ai sorti la moto tout seul du camion. Et j'étais tellement énervé sur moi et pour l'équipe que j'ai ramené la moto dans le box comme ça en la traînant, en la ramenant. Et ils ont travaillé, je pense qu'ils ont mis 18 minutes pour faire toute la moto complète et repartir. Incroyable. Ouais, non, franchement, c'était exceptionnel. Et puis les chronos étaient après. Le problème est que les chronos étaient tout le temps dans les 5 premiers. On vient de parler évidemment de tout ce qui se passe sur la compétition moto moderne, mais tu es aussi inscrit dans l'European Endurance Legend avec le Team Force et Christian Amos. Et là, ça s'est peut-être un peu mieux passé, non? Je vais te dire honnêtement, oui et non. Oui, parce que la moto est tellement performante qu'on a réussi à faire des bons résultats et au fini, je crois, vice-champion. Mais la première course que j'ai faite avec Stéphane Mertens au bol, c'était pas vraiment le bol, c'est Castellet, je pense que ça doit être Thunder Race. Oui, c'était avec le Bihan aussi, non? Oui, mais on était tous les trois. J'ai pris bon départ, pas trop mal, parce que j'arrivais pas à mettre les pneus en température, parce qu'il faisait super froid. Je te coupe un moment, parce qu'on est quand même avec des motos qui ont quel âge? Je crois que notre moto est de 83. Alors, ça va quand même comme des avions de chasse, parce que ces motos sont à un niveau de préparation qui les amène à des niveaux de performance qui ne sont finalement pas très loin des motos modernes. On a peut-être un peu de différence avec les pneus, la moto est peut-être un peu plus haute, avec un centre de gravité un peu plus haut que les motos modernes, mais ça va quand même très fort. Pour revenir un petit peu, je pense que je suis à moins de 6 secondes des chronos de Superbike champion de Belgique, avec la vieille moto. Une moto qui a 40 ans. Ouais, c'est quand même impressionnant. Ici, on regarde encore par rapport à Spa. Honnêtement, je rentre dans le top 6 des Superbikes du championnat de Belgique, qui est avec des motos modernes, avec l'électronique et tout ça, et que nous, on n'a strictement rien. On a toujours... C'est vrai qu'on a des nouveaux freins, parce que c'est Berger qui a fait un système de freins d'époque, on va dire, simple piston, je veux dire. Mais par contre, je veux dire, c'est toujours la même chose. Donc la grosse différence, c'est quoi, les pneus? Ouais. Honnêtement, nous, on roulait encore avec du 150, 120, 150 en 18.
qui nous pénalise. Je veux dire, on a une deuxième moto qui est une Porsche classique, qui est une moto un peu plus moderne, mais qui est la même chose, sauf qu'elle a des pneus en 180 et en 120 à l'avant. Et là, ça change tout. On arrive vraiment à des... Ce qui pénalise sur un 150, ton niveau d'angle, la mise en température? Non, c'est vraiment l'angle. Ouais. La mise en température, c'est la même parce que la carcasse et la gomme, ils arrivent à des performances vraiment racing. Mais par contre, la mise sur l'angle, ben, elle est la même, sauf que l'angle maxi est limité parce que c'est 150. Et à l'heure actuelle, pour faire tourner une moto, c'est l'angle. Il n'y a pas de secret. Voilà. Et je veux dire, ben, c'est ce qui limite. Parce qu'après, honnêtement, au niveau performance moteur, je pense que on est quand même à 100, entre 140 et 160 chevaux. Je dirais 150, mais je dirais que c'est la tape plus ou moins d'après. Pour combien de kilos? Ah, par contre, c'est lourd. Hein. C'est quand même 200, 210, je crois. Ouais, donc ça rend quand même 30-40 kilos à une moto moderne. Oui, mais je veux dire, c'est tellement coupleux que ça change beaucoup. Une moto moderne à l'heure actuelle est tellement pointue que tu as tout le temps être dans les tours et tout ça. Tandis que celle-là, à la limite, tu te trompes de vitesse, tu redémarres, la moto, elle sort. Ça, c'est vraiment génial. C'est le plaisir de rouler sur les vieilles motos. L'ambiance est fort professionnalisée en classique. Trop fort, honnêtement, trop fort. Je pense que ça, c'est bien pour les top pilotes et les top teams en avant, mais par contre, pour le monsieur tout le monde, ben, c'est triste parce que il y avait beaucoup de monsieur tout le monde qui se disaient « Ah, je vais acheter une vieille G6 1100 et aller m'amuser, la course à Spa ». C'est toujours possible, mais tu ne peux plus espérer faire un résultat. Il y a une telle différence de préparation au niveau. Si on passe une moto, elle fait quand même, je pense, 80 chevaux, je pense à l'époque. On double la puissance, mais pour doubler la puissance, il faut pas mal de préparation. En plus de ça, il faut pas mal de pièces, parce que les pièces ne font que 5 heures. Quand je dis 5 heures, c'est quand on finit la course, parce que des fois on casse avant la fin. Mais je veux dire... Et donc, dans cette catégorie, vous vous êtes aligné à Chimay, par exemple. Il y avait les 3 heures de Chimay, où vous avez fait une sorte... Vous avez fait plaisir aux organisateurs, finalement, pour y aller. L'organisateur et le team, parce que le team est basé sur le circuit même. Dans la descente, dans les sortes, on appelle ça le bois, le mécano, il habite là et la moto sont préparées. Je veux dire, c'était pour faire plaisir à tout le monde, parce que voilà, eux, ils sont de là. Ça faisait longtemps qu'on ne roulait plus en Belgique, autre que Spa-Francorchamps. Voilà, on l'a fait avec Mathieu Lagriffe. Et vous avez gagné. Oui, on était franchement, on va dire, en tant que pilote, on était vraiment un cran au-dessus, mais ce serait dommage d'arriver là et de se faire battre par les autres personnes, parce qu'on a quand même le mondial d'endurance qui nous fait rouler toute l'année, plus les classiques. Donne-moi un peu ton avis sur les courses, sur, entre guillemets, les circuits routiers. Je ne pense pas être vraiment la personne à demander ça, parce que moi j'adore ça, parce que j'ai commencé par ça. J'ai commencé par Presgo, et qui avait encore en 99, quand je faisais la Coupe Aprilia, dont la moto venait de chez Roger. Et honnêtement, je veux dire, j'ai commencé vraiment par ça, et j'ai vraiment adoré. On roulait sur Presgo, puis on en faisait Chimay, Métais, et ça c'était toujours les circuits routiers. Greg, on va revenir en moto moderne, où là, évidemment, le rendez-vous incontournable, les 6 heures de Spa. Et là, ça t'a fait du bien, je crois, parce que tu as accroché la victoire. Tu sais, c'est à la maison. Spa, ça reste quand même le plus beau circuit du monde, en plus. C'est pas moi qui le dis, c'est tous les journalistes, c'est tous les pilotes. Ayant fait une grosse partie des circuits mondiaux, c'est vrai que Spa, ça reste vraiment un très beau circuit. Et voilà, j'en avais vraiment besoin, parce que la saison est tellement compliquée pour moi depuis même 2 saisons, que Spa, j'avais vraiment envie de faire quelque chose de bien, parce que l'année avant, j'avais cassé je crois qu'il restait 1 heure de course, et on était en tête, elle a été gagnée. Mais tant qu'on n'a pas passé le drapeau damier, c'est jamais gagné. Ça fait du bien au team aussi. Oui, sauf que le team, c'était un autre team. Oui, je sais, mais il avait besoin aussi, parce que là, il avait envie, parce que c'était un team belge. Et gagner Spa, ça reste quand même... C'est une belle carte de visite. Donc voilà, une saison 2018 un peu mitigée. On est au mois de décembre pratiquement. 2019. 2019, c'est compliqué, dans le sens que, à l'heure actuelle, je suis sûr de rouler en mondial d'endurance, mais dans l'équipe, je ne sais pas encore. Parce que y a des changements, il y a des sponsors qui partent, il y a des sponsors qui reviennent. Et puis, j'ai été contacté justement par l'équipe avec qui j'ai fait les 6 heures de Spa, où on a gagné, que c'était l'équipe Mototech, une équipe belge sur une Yamaha. Et que ça me tente de faire le championnat avec eux aussi, parce que voilà, j'ai envie de briller avec des Belges, parce que voilà, je suis belge, je suis fier.
Et j'aimerais bien pouvoir faire quelque chose avec des Belges. Et voilà, c'est un peu mon but. Ouais, tout à fait. Et en classique, on prend les mêmes, on recommence? Ouais. Donc écoute, moi, nous, les téléspectateurs, on te souhaite le meilleur, évidemment, pour 2019. Gentil, merci. Plein de victoires, surtout de t'amuser avec tes deux meilleures supportrices, en fait, qui sont tes deux petites louloutes. Bah, ça, c'est certain qu'elles sont là, elles regardent et elles aiment bien ça. Et puis l'année prochaine sera 20 ans que je roule déjà. Eh ben voilà. De course. Il y aura, à mon avis, un petit anniversaire qui va se faire sur un circuit ou l'autre. Et puis on va essayer de s'organiser parce que je crois que Carter et Piston te fera un grand gâteau pour tes 20 ans de compète. Merci. Ben, c'est gentil, merci. À bientôt. Ben, merci, salut. On a déjà parlé brièvement de la gamme Scrambler qui se décline de 400 à 1100 cc chez Ducati. Et Ducati a vraiment renoué avec son passé en créant la gamme Scrambler sur l'iconique Scrambler des années 60. Et ils ont fait mouche parce que je crois vraiment que c'est une catégorie de moto chez Ducati, un segment qui marche pas mal. Oui, il y a une autre clientèle, c'est du fun, du lifestyle. Les gens apprécient de plus en plus, je trouve. Après, les jeunes ont encore un peu du mal à passer vers ce look, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui est l'obstacle à ton avis? C'est plus le prix des motos actuelles ou bien ils ne sont pas encore tout à fait dedans? Je pense qu'ils ne sont pas encore tout à fait. Ils sont encore dans les modèles un peu naked bike, un peu plus racés, un peu plus sportifs. Bon, il y en a qui adhèrent, mais ça va venir de plus en plus. Est-ce que tu ne crois pas quand même que le développement de ce segment un peu hipster, on va dire ça comme ça, est-ce que ça n'amène quand même pas une nouvelle clientèle qui n'était pas spécialement une clientèle moto? Exact. Ouais. Une clientèle qui achète un objet pour aller se promener, se balader et pouvoir aussi faire un style de vie. Oui, voilà. Ben, c'est une bonne nouvelle parce que ça élargit la clientèle et ça donne quand même de l'espoir dans les années futures en se disant qu'on a un peu renouvelé le panier du motard qui vieillit, hein, parce que bon, voilà, les poils blanchissent, on est tous un peu dans le même cas et quand on voit la clientèle moyenne motarde, on est quand même largement au-dessus du 40-45 ans. Hein. Un pour le prix des motos, et puis bon, c'est un passe-temps d'expérience, c'est un passe-temps de passion, et c'est bien qu'elle soit renouvelée avec la jeunesse qui arrive. Exact. Alors, il n'y a pas que Ducati qui a créé du revival, ça se fait un peu dans toutes les marques. Il y en a qui l'ont créé, et puis il y en a qui l'ont recréé, comme Triumph par exemple, qui a une histoire évidemment dans l'histoire de la moto, qui est le café racer et toute cette mode qui est arrivée dans les années 60, qui est venue d'Angleterre, avec des motos mythiques dont la Bonneville. Alors bon, Triumph n'en finit pas de décliner sa Bonneville, et là ils viennent de sortir la Street Twin et la version Scrambler, sur la base du T120, c'est-à-dire du 1200 bicylindres, et en fait c'est un peu une sorte de Truckstone, moto magnifique, mais qui est un peu fatigante, justement peut-être pour les gens qui ont 45 ans et plus, parce que c'est une moto un peu plus radicale, qui est superbe, qui n'est pas une moto qui déborde de chevaux, mais qui est très exploitable et amusante. Et donc ils ont fait une Street Twin qui est une moto plus dépouillée, avec une conduite plus droite, et une version Scrambler qui est très à la mode. Je te propose, on va découvrir ces triomphes au Portugal. Après 3 ans au catalogue et plus de 17 500 unités vendues, la Triumph Street Twin se remet à jour. Les fondamentaux ne changent pas, mais tout le reste a bonifié. Avec la version 2016, Triumph avait sérieusement dépoussiéré le concept du vertical twin tendance classique, incarné de manière quasi mythologique par la Bonneville. Allure dynamique, roue à bâton, coloris dynamique. La Street Twin faisait entrer le vertical twin dans la modernité, mais aussi, surtout, l'ABS, le moteur refroidi par eau, la conformité aux normes Euro 4 et l'équivalence au permis A2 la rendaient très attractive. Outre les indémodables Moto Guzzi V7, on note avec joie que le créneau ne cesse de se repeupler.
comme en témoigne cette nouvelle Royal Enfield 650 Interceptor et le retour inattendu de la W800 chez Kawasaki. Vu de loin, c'est la même. Vu de près, c'est pas la même. On ne peut pas nier que Triumph, depuis quelques années, fait monter d'un sérieux cran la présentation de ses motos, la qualité de fabrication et le soin apporté aux détails. Vous êtes un peu grand? Tant mieux. La hauteur de selle a augmenté de 10 mm à 760 mm désormais, ce qui reste quand même malgré tout très raisonnable. Et pourquoi cette augmentation? Tout simplement parce que Triumph a changé la selle et a rajouté 10 mm de matière, histoire d'agrémenter le confort. Ceci dit, la confrontation avec la Street Scrambler essayée le même jour fut intéressante à plus d'un titre. La Street Twin reste une machine compacte, fine, sur laquelle les gabarits moyens se sentiront à l'aise, tandis que les plus grands, comme votre humble serviteur, arrivent à trouver leur place à bord. Le réservoir est très fin, ce qui aide aussi à faire corps avec la machine. C'est une bonne chose quand ça tournicote et qu'on veut augmenter un peu le rythme. Ceci est un roadster, tendance néo-rétro, au gabarit compact. La protection est donc nulle. Côté confort, ça progresse par rapport aux versions précédentes. Non seulement la selle est mieux rembourrée, on l'a déjà dit, mais la fourche à cartouche Kayaba de 41 mm, nouvelle elle aussi, fait bien le job en étant à la fois prévenante en détente et conciliante en compression. Du coup, même sur route bosselée, le confort est plutôt dans la partie haute du panier. Le Vertical Twin de 900 cc est toujours refroidi par eau, et c'est l'un des aspects les plus intéressants de ce millésime 2019. Il a gagné 10 chevaux pour maintenant arriver à 65 chevaux, ce qui représente une augmentation de 18%. Ainsi qu'une plage de régime qui s'allonge de 500 tours supplémentaires, c'est désormais une zone rouge qui est à maintenant 7500 tours. Vers 5500 tours, au moment où la puissance du millésime précédent commençait à décliner, la nouvelle continue d'allonger et cela donne au guidon une vivacité supplémentaire jusqu'alors inconnue et franchement agréable à vivre. Du coup, la Street gagne en dynamisme et aussi en agrément de conduite. Dernier point, la Street Twin 2019 possède un accélérateur ride-by-wire associé à 2 cartographies moteur, pluie et route. Les valeurs sont identiques, la différence se fait dans la progressivité de réponse à la poignée. Mais bon, avec 65 chevaux, le mode pluie n'est pas fondamental, d'autant plus qu'il y a aussi un mode de contrôle de traction qui, lui, est déconnectable. Autre nouveauté, la Street Twin se devait de faire évoluer son châssis dans des proportions équivalentes. On a ainsi parlé de la nouvelle fourche. Elle supporte maintenant un étrier Brembo 4 pistons et c'est peu dire que ça change tout. En effet, le freinage faisait un peu partie des points faibles de l'ancienne version et là, le dispositif est parfaitement en phase avec le niveau de puissance et de performance revu. Le tableau de bord a été suffisamment et subtilement amélioré. Bref, pour une néo-rétro, c'est vraiment complet, d'autant que le changement de mode de conduite se fait par une simple impulsion sur un bouton. Enfantin. Pour les aspects pratiques, on notera la présence d'une recharge USB sous la selle, de leviers réglables et d'un équipement somme toute très complet. La béquille centrale fait partie, hélas, des 140 accessoires proposés en option, tout comme la bagagerie ou encore les poignées chauffantes que nous avons pu tester et qui sont très efficaces. On notera enfin un nouveau bouchon de réservoir qui peut enfin se déverrouiller sans qu'on y laisse la clé. Moto compacte, bon rayon de braquage, commande douce, moteur souple, et un bon sentiment d'allonge dès les premiers coups de piston en bas régime. Voilà de quoi se faciliter le quotidien et se jouer aussi de l'enfer urbain avec style et facilité. Le Scrambler est exactement la même moto, avec un look plus aventureux, mais surtout un guidon plus large et plus haut qui facilite encore la maniabilité et la prise en main. Des deux, c'est vers elle que ma préférence va, mais ceci est vraiment une histoire de goût. Donc avec ce moteur revu, ce châssis plus précis, on vit enfin quelque chose de différent au guidon, entre la sonorité plus présente du moteur 900 cc, des freins qui répondent mieux sans rien sacrifier ni au style ni à l'incroyable facilité de conduite qui représente, il faut bien le dire, un vrai atout pour les débutants. Cette moto a de quoi vraiment séduire. Comme la présentation évolue et que la technologie suit le mouvement, la Street Twin est plus séductrice que jamais. On est fin novembre, Ludo, et fin novembre, ça sent la fin de saison. Et évidemment, il y a des gars qui roulent toute l'année, peu importe le temps qu'il fait, mais en général, les motards, pendant cette période-ci, commencent à ranger la moto. Alors, il y a quelques conseils peut-être qu'on peut donner aux spectateurs pour ranger sa moto, parce qu'il ne faut pas faire ça n'importe comment, et si on veut avoir les meilleures chances de retrouver une moto en pleine forme au printemps, il y a un petit minimum. Alors, je crois que le minimum, c'est d'abord de laver sa moto de fond en comble et soigneusement. Exact. Pour enlever en fait tout ce qui pourrait avoir collé sur la carrosserie, sur les pièces métalliques qui pourraient s'oxyder pendant l'hiver, de bien la sécher
Ouais. Hein, je crois que c'est vraiment important aussi avant de la remiser. Moi, je dis que surgonfler les pneus, c'est pas idiot. C'est bien. Ou alors mettre la moto sur béquille centrale ou des béquilles de stand. Ouais. Ça évite les plats. Exactement, ça évite d'avoir les plats sur les pneus. Je crois que si on met 300 ou 400 grammes de pression supplémentaire, je crois que ça suffit, ça ne sert à rien de les monter trop haut. Ça, c'est une chose. Pour les motos qui en sont évidemment équipées, c'est de graisser le kit chaîne. Hein, pour ne pas, évidemment, après un lavage un peu soigneux, ça rouille très vite une chaîne. Donc c'est bien de graisser un petit peu. Il y a des produits fabuleux pour ça qui existent dans le commerce. Il n'y a pas besoin de recommencer à remettre ses doigts dans la graisse. Ça existe en bombe. C'est juste parfait. Un petit truc comme ça, c'est peut-être un petit produit miracle que tout le monde a dans son garage en général, c'est le WD-40. À mettre un peu partout, histoire de... Aussi bien sur les pièces métalliques que sur la peinture. La peinture, non. Si on a une bâche après pour remettre dessus, ça évite de prendre la poussière. Mais tout ce qui est métallique, ça évite l'oxydation, etc. C'est pas mal. Ouais. Bon, au niveau batterie, avant on démontait les batteries, on les mettait au chaud dans la cuisine, Madame gueulait pendant tout l'hiver. Maintenant, il existe, je crois, des chargeurs intelligents qui s'occupent de ça sans démonter la batterie de la moto. Il suffit de la mettre sur la borne plus et aller chercher la masse quelque part sur la moto. Oui, encore, on a des fiches maintenant qu'on sait faire ressortir un accès facile. Sur lequel on branche simplement la fiche dessus et on n'a pas besoin de rien démonter. Donc le raccordement est perpétuel en fait. Ouais. Donc chaque fois que tu rentres d'une balade, à la limite, tu la mets sur chargeur. Aussi, ouais. Oui, parce que les motos, elles consomment avec les alarmes qui sont sur les motos. Si on la laisse comme ça tout l'hiver, on est sûr que... Oui, c'est ça. Et puis une batterie, une fois qu'elle est un peu activée, elle fonctionne. On voit toujours les gens qui roulent le plus souvent, ils n'ont jamais de problème de batterie. Les gens qui roulent peu... C'est souvent le cas et là je conseille toujours de mettre un chargeur dessus. On l'a dit évidemment, mettre la moto sur une béquille centrale. Celui qui n'en a pas, peut-être s'équiper d'une béquille de stand. Ça c'est quand même plus facile. Et en général, les motos qui n'en sont pas pourvues sont souvent des motos pourvues de kit chaîne. Et donc régler sa chaîne sur une béquille latérale, c'est pas évident. Et donc une béquille stand, c'est quand même pas mal d'avoir ça dans le garage. Et ça se vend dans tous les motocistes, et donc et chez toi aussi. Bon, une fois que tout ça est fait, on va bien couvrir sa moto, hein, et essayer de la mettre dans un endroit où il ne fait pas moins 30 l'hiver, donc un garage bien fermé, et surtout c'est l'humidité, hein, je crois que c'est le pire. Il existe même un produit qu'on ne trouve, je crois que sur Internet, tu vas me dire si je me trompe, qui sont en fait des sacs. Ce sont des sacs en plastique énormes dans lesquels on rentre la moto, ouais, et qui se ferme en fait par une pièce sur laquelle on branche un aspirateur. Et on fait une dépression. Ouais, tu vois ce que je veux dire? On fait une dépression et en fait ta moto est pratiquement sous vide, mais est en tout cas dans une atmosphère négative, en dépression pendant tout l'hiver et il n'y a aucune humidité qui rentre. Bon, malgré tout ce qu'on peut faire soi-même, je crois que toi, voilà, en tant que concessionnaire Ducati, vous avez chez Ducati une action Winter Check-up que vous faites pour vos clients. C'est quoi en fait? Alors en fait, c'est 20 points de contrôle sur un véhicule qui est offert. Donc c'est pendant tout l'hiver. Ici, ça se termine au mois de février, fin février. Et donc suite à ce contrôle-là, si on découvre des pièces d'usure à remplacer, le client a droit à 20% de remise sur la pièce d'usure. Voilà. Et ce Winter Check coûte? C'est 20 points offerts. Après, tout ça, c'est en fonction de ce qu'on contrôle. Donc il suffit de prendre rendez-vous et dire allez, check ma moto avant le printemps, avant de redémarrer, et là on sait exactement dans quel état. Voilà, on s'arrête à 20 points. Et alors, s'il n'y a rien à signaler, on le dit au client et il repart serein. Et alors, il y en a d'autres qui profitent de faire un entretien, en plus de ce check-up. Oui, parce que bon, c'est intelligent de faire son entretien pendant l'hiver. Hein, parce que comme ça, on est sûr qu'au premier jour du printemps, la moto, elle est prête. Parce que si on attend les premiers jours, alors on fait la file à l'atelier. Et donc ça, c'est toujours un peu le problème de la gestion du temps d'une concession moto, c'est qu'il faut être, et si on peut, être un peu prévoyant, et ça permet de profiter de sa bécane au moment où on a envie d'en profiter. C'est ce qu'on conseille en tout cas. Ouais. Ok Ludo, en tout cas, écoute, merci beaucoup de m'avoir reçu dans votre magnifique concession. Il est déjà presque temps de se souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, hein, et en tout cas une saison 2019 d'en faire. On aura l'occasion de se revoir, à mon avis, pendant la saison 2019. Elle est longue, il y a plein de rendez-vous ici dans le coin, le circuit de Francorchamps n'est pas loin, et donc on se recroisera avec grand plaisir. Merci Ludo. Merci à toi Thierry.
Bon, bien, nous arrivons déjà au terme de cette émission qui est un tout petit peu plus courte que les deux précédentes parce que la grosse actualité des salons est terminée et donc on a abordé quelques sujets ici et on a été magnifiquement reçus chez Ducati Kuckelmann. Moi, je vous propose déjà de préparer les fêtes. Hein. On se retrouvera dans le courant du mois de décembre pour un numéro un peu particulier. Je ne vous en dis pas plus. D'ici là, j'espère que vous continuerez à liker et abonnez-vous à l'émission. On avait donné l'objectif des 1000, on n'en est vraiment plus très loin. Donc en tout cas, merci de votre soutien et surtout pour ceux qui roulent encore pour le moment, gaffe sur la route les gars. J'avais dessiné sur le side son doux visage qui me souriait